Réponse en fin d'émission. Allez, un peu de soleil pour démarrer. Je vous invite à Sète avec un artiste truculent, un peu punk, gourmand aussi. Il a d'ailleurs appelé son musée le MIAM, le Musée international des arts modestes. On embarque avec Hervé Di Rosa pour l'inspiration. Sète, île singulière. Ah putain. Je vais vous faire la preuve qu'on ne réussit pas à chaque fois le dessin. De Sète, où il est né en 1959, le peintre Hervé Di Rosa a gardé la gouaille et l'accent chantant. Mais, rêvant déjà tout petit d'Amérique et d'horizons lointains, il n'a pas tout de suite été sensible à la beauté de la presqu'île sétoise. Quand j'étais punk, c'est vrai que la nature ne m'intéressait pas du tout. C'était vraiment le contraire. Hein. C'était vraiment le gasoil et tout ça qu'on adorait. À 19 ans, il prend le large, direction Paris, où il a été reçu à l'école des arts décoratifs, dont il ne passera jamais le diplôme. Tout va très vite. Il expose à Paris, Amsterdam ou New York, et ses toiles se vendent. Une peinture colorée, proche de la BD, du rock et du graffiti, parfois jugée kitsch, comme un doigt d'honneur à l'intellectualisme d'un certain art contemporain. Les années 80 sont synonymes de succès et d'excès que Di Rosa traverse en se concentrant sur son travail. Pour moi, peindre, c'est une manière aussi d'exister. Ça a toujours été ça depuis que je suis petit. C'est une manière de survivre aussi. Hein. Une œuvre exubérante, drôlatique, peuplée de personnages truculents qui doit plus qu'il n'y paraît à sa ville natale. Hervé Di Rosa grandit dans le quartier Haut, l'ancêtre des quartiers sétois, surnommé le Petit Naples. Ici, tout le monde ou presque est originaire du sud de l'Italie. La famille est modeste, un père cheminot, une mère femme de ménage et les fins de mois difficiles. C'est là où je suis né, en fait. Et donc, il y avait ma tante qui habitait là, une autre tante qui habitait là, ma grand-mère qui habitait au rez-de-chaussée, et nous, on habitait au sous-sol. Et donc, c'était le truc, les vieilles familles à l'italienne, là, ça se faisait beaucoup. Ici, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, mais il y avait des jeunes qui jouaient dans la rue. Moi, j'aimais pas jouer au foot dans la rue, tout ça, j'aimais pas du tout. Je restais chez moi. Et moi, c'était le centre de mon univers, parce que plus bas, il y avait un marchand de presse, et c'est là où tous les magazines de bande dessinée arrivaient. Bien sûr, d'abord Spirou, Tintin, Pif, pendant très longtemps, puis très vite Pilote, Métal Hurlant, et puis il y a eu toutes les expériences graphiques de Bazooka. Venez. Voilà, là on peut regarder, voilà. Une enfance de lecture solitaire, enfermée dans la maison familiale qui, construite dans la falaise, offre une vue imprenable sur l'horizon. Voilà, une vue sur le brise-lames, vous voyez, c'est ce qu'on appelle, c'est le brise-lames. C'est un grand mur de béton et de pierre pour arrêter les vagues. Et le môle, donc ce fameux phare là où on allait s'amuser au bout, on faisait des couillonneries parce que c'était la grande liberté. À cette époque-là, il y avait des usines, là-bas il y avait l'usine Lafarge de ciment. C'est étonnant les spectacles des grues, des gros containers, tout ça. Moi, ça me gêne pas du tout dans le paysage, au contraire. Au contraire, je trouve que ça indique la vie, vous savez. Vous voyez, nous, l'été, on s'embêtait, on n'avait pas d'argent, tout ça, donc on allait au bord. On n'allait pas à la plage, en fait, on allait dans des criques plus loin. Et puis, moi, j'étais là, je rêvais, en fait, ces paysages immenses, et je rêvais toujours qu'il y avait des monstres qui sortaient de l'eau. On était des fans des films, des Godzilla, de tout ça. Et donc, on s'imaginait toujours qu'il arriverait quelque chose, et en fait, il n'arrivait jamais rien. Jamais il n'arrivait rien ici, vous voyez. Et moi, c'est en m'ennuyant que j'ai vraiment perçu ce que je devais faire, en fait. C'est particulier, hein. Et je m'ennuyais jamais en dessinant. J'allais pas dessiner sur place, je dessinais toujours chez moi, mais on rêvait. Le petit Di Rosa passe ses journées à dessiner dans sa chambre. Les illustrés, les pochettes de 33 tours, l'environnement sétois sont les ingrédients d'une cuisine picturale qui va constituer le socle de sa Diro-mythologie, un univers délirant peuplé de personnages récurrents comme les célèbres René, cyclope à grande bouche.
S'il y a un endroit à Sète qui permet à Hervé Di Rosa de renouer avec le calme, c'est l'étang de Thau. Sète est une presqu'île, traversée de canaux et bordée d'un côté par la mer et de l'autre par l'étang, réserve naturelle à la très riche faune sous-marine, célèbre pour ses huîtres de Bouzigues. Au bout de cette baie, j'avais mon atelier. Bon, il était à 30 mètres du bord de l'étang. Et donc mon paysage, c'était ça. Vous voyez, c'était plutôt ça, mon paysage. Voilà, c'est ça. À 27 ans, après 8 folles années d'une ascension fulgurante loin de Sète, Hervé Di Rosa fait son retour aux sources et s'installe tout près de l'étang avec une furieuse envie de peindre. Il fonde une famille et reste très proche de sa fille Carmen. J'étais venu ici pour réinventer une nouvelle mythologie. Je m'intéresse à ce folklore local, mais je m'intéresse aussi à l'histoire de la peinture et aux thématiques normales comme la nature morte, le nu et la marine. Mais la marine, c'est quelque chose d'assez ennuyeux, et donc j'ai tout le temps voulu peindre ce qu'il y avait dessous, c'est quand même plus amusant. On voit des scènes dans la mer, dans l'étang, qui sont j'ai fait pas mal de coquillages aussi, tout ça, enfin, des thématiques, dirions-nous. J'avais un oncle, mon oncle Dédé, qui était passionné de la pêche au clovis, qui sont les petites palourdes. Et en fait, il faut une boîte avec un verre au fond. Et donc, il était fou avec cette boîte, avec ce verre. Déjà, ça a pris des années avant qu'il l'ait. Et c'est vrai que c'était génial parce qu'on avait cette boîte avec le verre et on regarde, vous savez, pour prendre les palourdes qui sont dans le sable. Je pense que ça y a beaucoup fait aussi, ça. La série des sous l'eau, selon l'appellation d'Hervé Di Rosa, va donner lieu à de très nombreuses toiles. Une thématique que le peintre continue d'explorer aujourd'hui dans des œuvres saturées de couleurs et d'éléments. Non, j'aime pas le vide. J'aime pas le vide, mais c'est assez commun. Hein. Il y a beaucoup de malades mentaux qui n'aiment pas le vide, vous voyez. Donc je dois avoir un handicap quelque part, je sais pas. Mais c'est vrai que le vide m'horrifie. Et pourtant, un de mes artistes préférés, c'est Matisse. C'est lui qui a créé vraiment le vide, quoi. Le contraire de ce que je sais faire. Moi, ce que j'essaie de donner à une peinture, déjà, c'est une énergie positive de plaisir. J'ai l'impression d'avoir des fois pas de l'énergie en trop, mais de l'énergie un peu désorganisée, que je n'arrive à canaliser que dans ma peinture. Une énergie créative qu'Hervé Di Rosa recharge aussi auprès des habitants de Sète. Le parvis des Halles et son marché, un endroit stratégique pour observer les mœurs sétoises. Une activité que le peintre aime partager avec sa fille. Allez là, mesdames, les citrons. Aïe, aïe, aïe. Ah, dis donc. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Super. Voilà, tiens, ma fille. Santé. Hop. Ah, la petite camarade. Oui. Elle n'a pas encore sa carte. Elle n'est pas rouge encore. Ça va, ça passe bien? Ouais, ça va. Ah ouais, super. Et toi, ça va? Ouais, ça va. Bon, profite bien, que c'est sympa quand c'est petit. Après, quand c'est plus grand, tu as vu comment c'est. Hein. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les personnalités ici. Je trouve que les gens, ils ont des personnalités très fortes. Même le balayeur ou des petites gens, pas forcément certains commerçants. Et donc, c'est vrai que toutes mes peintures, les personnages et tout ça, c'est vrai qu'ils viennent vraiment intimement de là, quoi. Ils viennent vraiment des têtes qui sont ici. Juste un morceau de pain, non, je rigole. Vous avez Il y a les fritas et puis... À Sète, il y a un mot qu'on appelle, un type de gens qu'on appelle les babaels. C'est des gens il y en a beaucoup ici, tu sais, ils aiment bien être à la télévision. Il y en a qui rêveraient de faire moi, ça m'amène, franchement. À Sète, il y a un truc de... C'est aussi pour ça aussi que je suis pas comme ça, il y a un truc de démonstratif qu'il n'y a pas ailleurs. Et c'est vrai, les gens ils sont des acteurs ici. Il y a des acteurs naturels. Ils n'ont pas de prénom, tout ça, ils ont des fois des trucs, on dit tête de lune ou grosse dent, ou, vous voyez, Après, ils ça, ont c'est des l'histoire surnoms. des surnoms. Souvent, Des le surnoms. surnom va avec la personnalité ou un trait de caractère ou physique qui... Et puis il y a beaucoup de moqueries Et il y a physiques. vraiment des gens dont on ne connaît pas le prénom. Et se moquer beaucoup des trucs physiques, quoi. Hein. Dans le mec, on l'appelait 13 cul parce qu'il marchait comme ça, quoi. Tu vois, par exemple, on fait rire. L'Américain, c'était peu cher un monsieur qui nettoyait les bars à entraîneuses le matin et qui allait faire des trafics de cigarettes avec les bateaux. C'est pour ça qu'on l'appelait l'Américain. Parce que, moi, quand j'étais petit, il y avait des bateaux américains qui venaient. Donc, il y avait bon, il n'y a plus maintenant. Mon 7 à moi, il est figé dans le temps. Il est figé dans le temps, ouais. Mon 7, Mais on le voit bien. Bon, c'est formel, hein. Ouais. Vous voyez, ils n'ont pas de téléphone portable. Les bateaux sur certaines barques, on le voit que c'est un peu figé dans le temps, moi, mais ces personnages-là, en tout cas.
Exécutée en 1986, La Mangeaille est une scène ubuesque de goinfrerie, mais aussi une dénonciation. La peinture, la mangeaille, bien sûr, on a tous ces personnages grotesques. Alors, il y a Toine, c'est celui qui a 3 yeux à la bouteille. Puis après, il y a Grosse Lèvres, c'est le gros peu. Parce qu'il y a des grandes gueules ici. Donc, ils t'appellent, hey, ça va. Donc, On parle fort. Sous la table, qui partage en deux la composition, en opposition à la profusion colorée de crustacés et de poissons du dessus, s'amoncellent dans des tonalités sombres les déchets de cet appétit dévorant. Et l'on devine 2 créatures faméliques qui mangent les restes. Ça veut dire que quand on mange grassement, il y en a d'autres qui mangent moins. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Ah, regarde comme c'est joli, là. Là, c'est vraiment de l'art modeste pur, parce que c'est que la nécessité d'arranger l'extérieur, de donner un faire joli avec ce qu'on sait faire, quoi. Je trouve ça super, moi. Je trouve qu'il y a une poésie qui vaut tous les street artistes professionnels et compagnie. Oh là là, ça fait tellement longtemps. Mais tu habites toujours là? Oui. Mais je travaillais à Paris pendant longtemps, puis je suis Ben oui, revenue. je savais pas moi que tu habitais ici. Bon, bonne journée, hein? Allez, bye. J'étais content de te voir, tiens. Le petit gars du quartier haut est devenu une figure culturelle incontournable à Sète. Symbole de sa revanche sociale, le MIAM, Musée international des arts modestes, son musée créé il y a plus de 20 ans, en plein cœur de la ville, au bord du canal Royal. Enfin le miam. Salut Françoise, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. T'as vu le catalogue, il est incroyable, incroyable, incroyable. Ouais. Et c'est Anne-Françoise qui l'a Alors c'est entièrement fait, Anne-Françoise Rouge et Noélie Gloroux. Bienvenue au cœur du Miam. Le MIAM est installé dans un ancien chai où la lumière du jour ne rentre pas. Comme une toile opaque, sorte d'atelier mental de Di Rosa, où il expose les œuvres des autres. Des objets à la marge, inclassables. Figurines, objets industriels, ex-voto et aussi les incroyables vitrines de Bernard Belluc, un collectionneur fou. Ce qui relie tous ces objets, un concept, l'art modeste, le kitsch moins l'ironie, selon Hervé Di Rosa. Hervé Di Rosa, il a toujours été choqué et mal à l'aise avec ces visiteurs de musées qui ont l'impression qu'ils vont rentrer dans un musée, ils ne seront pas à leur place. Finalement, que le musée, ce n'est pas pour eux. C'est pour ça que nous, on aime dire que c'est un projet aussi d'accessibilité à l'art. Je pense que c'est un musée où on n'a pas peur de rentrer. L'objet n'est pas d'exposer ses peintures, parce que sinon, ça serait restrictif. Le propos, c'est que Hervé mette en pratique ses idées, ce qu'il a dans la tête, dans le musée. Entre Sète et Hervé Di Rosa, c'est l'amour vache. Depuis de longues années, le peintre n'y vit plus, partageant sa vie entre Paris et Lisbonne. Je n'ai pas de maison à 7, mais j'ai ma place au cimetière. Ah ouais? Ouais, mais je pense que quand on est mort, plus personne ne vous emmerde. Donc là, ce sera j'aurai ce paysage à vie, quoi. Enfin, à vie, à mort. Ce n'est pas moi, c'est toi. On était sur les Tantos avec Hervé Di Rosa au début de cette étape. Eh bien, on y retourne avec Thomas Chauvineau, à la recherche d'une cité disparue. C'est le clin d'œil. Il est grand, les Tons de Thau, 75 km². Grand, mais pas très profond, 4,5 mètres en moyenne. Une précision qui va avoir son importance dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pendant longtemps, les habitants de ces rives ont entretenu une légende, celle d'une immense cité engloutie. Parfois, on peut distinguer à travers l'eau limpide les colonnes des temples. Parfois aussi, par temps clair, c'est le clocher d'une église qu'on voit surgir des flots. Et même, on entend sonner les cloches. Il paraît que des pêcheurs malins s'amusaient à accrocher des clochettes à leurs filets et abusaient ainsi de la crédulité des touristes. Cette cité aurait été créée par Taurus, un personnage mythologique, avant qu'un cataclysme, éruption ou tremblement de terre, ou les deux en même temps, ne la noie sous les eaux de l'étang. Après tout, le monde à l'Atlantide, l'étang de Thau peut bien avoir la tauride.
De fait, un poète latin, Avienus, évoque bien quelque part autour de cet étang une petite ville, petite et pauvre cité barbare, ce sont ces mots écrits au IVe siècle de notre ère. 16 siècles plus tard, un des pionniers de l'archéologie sous-marine plonge dans l'étang. On l'a dit, pas très profond, 4,5 mètres en moyenne, la tâche est donc relativement aisée. Et à 2 mètres sous l'eau, il retrouve en effet les traces d'un ancien village, des cabanes de roseaux montées sur pilotis. Vraisemblablement celui que le poète Avienus a décrit. Une petite bourgade au bord d'un étang que les habitants ont quitté vers 600 ans avant Jésus-Christ. Sans cataclysme, éruption ou tremblement de terre, mais plus certainement pour faire face à la montée des eaux. Pas de cité mythique donc. C'est dommage, elle était belle la légende, on pourrait presque dire. C'est cloche. Quand lama fâché, lama craché. Vous vous souvenez peut-être de cette mésaventure du capitaine Haddock qui se fait cracher dessus. Eh bien, en Bolivie, le lama n'a pas de quoi être fâché. Au contraire, il est sacré là-bas. Il est même l'emblème du pays. C'est l'héritage. En Bolivie, un animal règne depuis la nuit des temps sur le destin des hommes. À La Paz, capitale tentaculaire du pays, perchée à 3600 mètres d'altitude, quand la nuit tombe, il se murmure au fond de petites boutiques du centre-ville des formules magiques. Pour l'argent, l'abondance, le travail, le commerce, la chance, j'ai aussi des talismans. Tout pour la bonne fortune. Au marché des sorcières, on vend des amulettes, des potions et des crapauds séchés, mais le plus recherché, ce sont les fœtus de la Mamornée. Ils sont au cœur des rites à la Pachamama, déesse de la terre, centrale dans la cosmovision andine. C'est important de toujours sacrifier un lama pour la Pachamama, la terre-mère. Quand une personne veut construire sa maison, elle a foi dans le lama, donc elle en fait offrande à la terre. Si les Boliviens font confiance à cet animal fondateur pour s'attirer la prospérité, c'est que l'histoire qui unit l'homme et le camélidé est ancienne, empreinte de respect et de spiritualité. Elle plonge ses racines dans les montagnes andines, dans les croyances des peuples précolombiens, pour qui le lama était essentiel et sacré. Dans l'ouest du pays, le haut plateau de Curahuara des Carangas est situé à près de 4000 mètres d'altitude. Le lama serait arrivé ici il y a plus de 2 millions d'années, depuis les plaines d'Amérique du Nord. Sa morphologie robuste lui permet de s'adapter à ces hauteurs arides où manque l'oxygène. Les hommes du néolithique, eux aussi, s'acclimatent à cette nature hostile. Il croyait en tous les êtres vivants, principalement aux animaux, et donc au lama. Ils lui ont donné un nom, Pacali, un mot qui signifie « animal sacré ». Sur ces plateaux, les hommes rencontrent des lamas sauvages. Ils sont une source de nourriture que les Andins vont d'abord chasser, puis domestiquer. À près de 4000 mètres d'altitude, dans cette nature rugueuse, le lama devient vite indispensable à la survie de l'homme. Ici vivait une famille importante autrefois. Et là, sur la roche, ils ont laissé leur histoire comme symbole de la domestication du lama.
Les lamas étaient utilisés pour transporter les pommes de terre, la viande séchée de lama et la laine transformée plus tard en vêtements. Ils les apportaient à d'autres régions, dans les plaines. Nos ancêtres les échangeaient contre du maïs et d'autres produits qu'ils rapportaient ici, et c'est comme ça qu'ils diversifiaient leur régime alimentaire. Les hommes font du lama un animal sacré. Plusieurs fois dans l'année, son sang est versé sur la terre pour s'attirer les faveurs de la Pachamama, la déesse mère, et qu'ainsi le camélidé soit toujours présent en abondance. Sur le mur, ils ont représenté 1-2 personnes qui jouent de la musique pour l'acte rituel. Il est pratiqué avec un lama blanc que l'on sacrifie pour la Pachamama. On prend un animal blanc, sans tache, pur et donc plus sacré, plus vénéré, plus valorisé. Le lien était très étroit, très intime entre l'humain et cet unique être vivant qui cohabitait ici avec lui. C'était une connexion très proche, tant matérielle que spirituelle. À partir de 1600 avant Jésus-Christ, les différentes civilisations qui se développent dans les Andes, Tiwanaku, Aymara et Inca, font toutes du lama un animal fétiche. Dieu des animaux, associé au prestige social, momifié et enterré avec les rois, son nombre croît car son rôle est central. De longues caravanes arpentent les Andes, transportant les produits agricoles, mais aussi l'or et l'argent extraits de la terre qui contribuent à l'expansion de ces civilisations. Au cœur de ce système, le rôle du berger, homme ou femme, est essentiel pour maintenir le cheptel. On sait parfaitement se déplacer dans ces rochers. Je suis allée récupérer des lamas par là-bas. L'altitude, c'est pas un problème. Un peu plus à l'ouest, se dresse le plus haut sommet du pays, le volcan Sarama. Depuis ses 6500 mètres d'altitude, il domine une nature protégée où l'élevage de lamas est sanctuarisé. Nous nous identifions au volcan Sarama. C'est pour ça que l'on porte des vêtements blancs ici dans la région. On s'assimile à la montagne. À la fin de la saison des pluies, les bergers procèdent à la kilpa, une cérémonie dédiée à la Pachamama pour qu'elle continue de protéger et de multiplier les camélidés. Kilpa signifie morceau d'oreille en Aymara. On va les marquer pour qu'ils ne se perdent pas. Comme ça, ils auront un petit signe de reconnaissance. C'est aussi une occasion d'honorer et de marquer le bétail en le décorant de pompons. Certains se fâchent un peu. C'est pour ça qu'ils mettent l'oreille un peu en arrière. D'autres, une fois qu'ils ont leurs pompons, se disent « Oh, trop bien !» et ils repartent en bondissant joyeusement. Il faut bien prendre soin des petits, les tout petits, parce qu'ils peuvent tomber dans l'eau. Et puis, il y a beaucoup d'animaux sauvages, comme le renard, le puma. Donc, ils peuvent se faire dévorer. Le rôle du berger est primordial. Il doit rester près de son troupeau et faire attention à ce que les petits restent en vie. Nous ne vivons que de l'élevage ici, dans cette zone. Je les chéris et à leur tour, ils me donnent l'économie nécessaire pour entretenir ma famille. S'ils n'étaient pas là, je ne pourrais plus manger ni vivre. Le lama devient indispensable à l'homme. Sa viande le nourrit. Ses excréments servent de combustible pour chauffer sa maison.
Sa laine le protège. Elle a généré tout un savoir-faire textile. Si j'ai des commandes de gants, 4 ou 5 paires, alors je vais tondre tout un animal noir. Cette main va sentir où est la peau, pour ne pas le couper ou le blesser. Donc cette main est la plus importante. Ici je touche, et ici je coupe avec le couteau. Dans cette nature puissante, les bergers reproduisent au quotidien les gestes techniques ancestraux, filant la fibre tout en surveillant les troupeaux. Autour d'ici, toutes les terres sont les zones de pâture de mon père. De notre naissance jusqu'à nos 5, 6, 7 ans environ, nous avons observé notre père en train de faire ce geste. Et ensuite, nous l'avons reproduit. Il nous a enseigné le filage et le retors de la laine. Depuis qu'on est enfant, on s'occupe des lamas avec beaucoup de cœur et ça nous procure de la joie. Au XVIe siècle, la conquête espagnole est un fléau pour les lamas et les andins. Les colons assujettissent les populations indigènes et tentent d'anéantir leur culture en s'attaquant à ses fondements sacrés. L'Église catholique s'impose. La religion catholique n'aimait pas trop les rites de sacrifice de lamas qui se pratiquaient ici. Ils ont construit des églises à des endroits stratégiques, spéciaux, où il y avait des familles et des pucaras, c'est-à-dire des lieux sacrés. C'est pourquoi il y a plusieurs églises coloniales ici. Les Espagnols introduisent de nouveaux animaux, chevaux, taureaux, moutons, et les imposent dans les nouveaux lieux de rite. Leur arrivée apporte des maladies qui déciment les lamas. Dans les Andes, l'effet est dévastateur. Tout l'équilibre d'interdépendance entre l'homme, l'animal et son environnement est bouleversé. L'impact a été important. Un mouton, par exemple, consomme autant que 3 camélidés. Il est trop prédateur pour la nature d'ici, qu'il menace. Le lama a des pattes molles, contrairement aux sabots des moutons et des chèvres. Il n'abîme pas les fourrages, n'arrache pas le sol. Il est adapté à notre environnement qu'il contribue à conserver. Aujourd'hui, nous avons repris le contrôle. Nous voulons récupérer et conserver les coutumes de notre territoire comme avant, c'est-à-dire le respect de la Pachamama, le respect de nos ressources naturelles, le respect de nos lieux sacrés. Depuis la fin du XXe siècle, la Bolivie revalorise ses cultures indigènes andines. Le lama est de retour dans les paysages protégés. La Yamerada, danse rituelle héritée de leurs ancêtres, célèbre ce lien renoué. Mimant la vie quotidienne du berger, des milliers de Boliviens l'exécutent désormais lors du plus grand carnaval du pays, dans la ville d'Oruro. Comme un geste politique, ils le replacent ainsi au cœur de leur mode de vie et de leur cosmovision ancestrale. Le lama, devenu emblème national, se tient désormais fièrement au centre du drapeau bolivien.
C'est à Séoul que je vous emmène maintenant pour papille. La recette de Chang-su, c'est le prénom de notre cuisinière du jour, devrait vous maintenir en forme. Voici le marché d'Ogok. Ce marché existe depuis 1970. Aujourd'hui, vous allez découvrir le yaksik. Je vais acheter à ce stand les ingrédients qu'il me manque à la maison. Donnez-moi des graines de citrouille, s'il vous plaît. Voilà, j'ai tout. Alors rentrons préparer nos yaksik. Yaksik signifie littéralement nourriture médicinale. C'est un gâteau très sain. Je pense que vous seriez surpris par le nombre d'ingrédients qu'il y a. Tout d'abord, il nous faut 4 tasses de riz gluant. Vous devez le faire tremper dans l'eau pendant 5 à 6 heures, de l'eau de jujube bouillie. Cela rend le yaksik très nutritif. Les jujubes sont très bons pour le corps. Si vous mangez un jujube par jour, vous n'avez pas besoin de consulter le médecin. Je vais mettre des morceaux de châtaigne et de jujube sur le riz. Et je complète avec des raisins secs, des graines de tournesol et des amandes. Puis, je couvre le riz avec cette préparation. C'est facile, c'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, je le mets dans le cuiseur et ça prend 20 minutes. Bonjour, c'est Coucou. Je suis le guide vocal pour vous aider. C'est parti pour 20 minutes. Pendant que le riz cuit, nous allons réaliser des décorations à base de fruits secs. Le yaksik est apparu en l'honneur d'un corbeau qui a sauvé la vie du roi. Le 15 janvier 488, le roi Soji de Silla part en voyage lorsqu'un corbeau l'alerte d'un danger. Sauvé d'une éventuelle révolte, le roi a désigné le 15 janvier comme jour du souvenir pour rendre hommage au corbeau. Le riz a été cuit d'une couleur noire, comme les ailes de l'oiseau. Coucou a terminé la cuisson du délicieux riz. N'oubliez pas de bien remuer le riz. Très bien, c'est fini. Je vais faire des petites boules comme ceci, une par une. Il est temps de goûter nos yaksik. Regardez comme c'est beau. Quand je vivais avec des personnes âgées, elles mangeaient souvent le yaksik. Je le mangeais aussi avec elles. Parfois, je préfère manger le yaksik que de manger un repas normal. On le mange pour des occasions spéciales comme le 15 du premier mois lunaire, le nouvel an lunaire, le jour où l'on rend hommage à la mémoire d'une personne décédée. Entretien avec, non pas un vampire, mais un historien des vampires. Voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui dans l'Incontournable. Et contrairement aux idées reçues, vous allez voir que le vampire n'est pas né en Transylvanie. On l'appelle le lac d'Argent. C'est un bras tranquille de l'un des plus grands fleuves d'Europe, le Danube. Sur 14 km, il serpente à la frontière entre la Roumanie et la Serbie. Lieu de villégiature privilégié des habitants de Belgrade, les rives de cette station balnéaire fourmillent de vie l'été et s'endorment à la basse saison dans un léger brouillard aux allures mystérieuses. Un
l'incontournable lac d'Argent, où est apparu un mot qui suffit à faire frissonner les foules. Le conteur Goya Mihailović nous replonge au début du XVIIIe siècle. La région vient de passer sous l'autorité de la Maison d'Autriche, après des années d'occupation ottomane. Ainsi, les populations qui vivaient ici, qui étaient sous domination turque depuis des siècles, ont vu arriver de nouveaux seigneurs, les Autrichiens. C'est à ce moment-là que les paysans serbes et l'Europe se rencontrent pour la première fois. Ils font émerger de nouveaux droits. Des seigneurs pimpants arrivent d'Autriche et forment un gouvernement sur leur nouveau territoire. Le mysticisme et les croyances populaires des Balkans rencontrent le rationalisme européen pour la première fois. Un émissaire impérial, Ernst Frombalt, entreprend de dialoguer avec les habitants. En 1725, un cas fait date. Dans le petit village de Kisilievo, un paysan du nom de Peter Plogoyovitz fait parler de lui. Petit problème, il est mort depuis 40 jours. Tout a commencé une nuit quand Peter Plogoyovitz est apparu chez sa femme. Évidemment, il était mort et enterré depuis un moment déjà. Et le lendemain matin, elle va au village et elle raconte à tout le monde comment son mari est venu chez elle pendant la nuit et a demandé des opanke, des sabots traditionnels. Elle est complètement sous le choc. Elle sort ses opanke, elle lui donne, il les prend et il s'en va. Et à ce moment-là, la panique s'installe dans le village. En une dizaine de jours, on rapporte 8 morts suspectes, toutes liées selon les habitants à Peter Plogoyovitz. Les villageois paniqués posent un ultimatum à Ernst Frombalt. Dans le village, la peur domine. Une peur telle que quand les villageois demandent l'autorisation de le déterrer, ils disent que si vous ne voulez pas nous autoriser à le faire, nous allons tous déménager. Nous allons partir du village et il n'y aura plus personne pour payer l'impôt. Pour les villageois, c'est très clair. Ils ont affaire à un être ni mort, ni vivant, qui tue les hommes et boit leur sang pour survivre. Dans la région, il y a un mot pour ce fléau bien connu. Vampire. C'est la première fois qu'on utilise ce mot « vampire » à ce moment-là dans des documents officiels. Les paysans se servaient du mot « vampire » depuis très longtemps. Et quand les paysans arrivaient chez les Autrichiens, ils disaient « Nous avons un problème avec les vampires ». Mais à l'époque, personne ne savait ce que cela signifiait. Et c'est comme ça qu'on va vouloir examiner ce qu'est un vampire. Le gouverneur Ernst Frombalt se déplace en personne, avec des gardes et un prêtre, pour déterrer le corps de Peter Plogoyovitz. Il entend bien démontrer que les affirmations des villageois sont sans queue ni tête. Son rapport, détaillé et consciencieux, nous est parvenu. Quand ils ont sorti le corps de Peter Plogoyovitz, il était entier. Alors, Frombalt le décrit. Il a toute sa peau, il a les cheveux et une barbe longue, même s'il n'a pas été enterré avec ses attributs. Il lui manque un bout de nez, mais ce qui est étonnant, c'est que dans sa bouche, on retrouve un peu de sang frais. C'est ce qui l'a le plus choqué. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le corps ne se décompose pas. Et il ne sent rien, il n'a aucune odeur. C'est-à-dire qu'il ne sent pas la décomposition. C'est un corps neuf, entier. Alors, il s'approche avec un pieu, et comme les habitants avaient coutume de le faire dans ce cas, il plante le pieu dans le cœur, et ensuite, il l'enfonce. Et à ce moment, on entend un cri. On entend quelque chose. Du sang frais lui sort de la bouche, des yeux et des oreilles. Du sang tout à fait neuf, frais, rouge. Du vrai sang. L'homme qu'Ernst Frombalt vient de déterrer semble avoir été tué une seconde fois sous ses yeux. Il envoie son rapport à Vienne. Parti des rives du Danube, le mot « vampire » commence alors son voyage en Europe occidentale et dans nos imaginaires. Le pouvoir d'Autriche va chercher à comprendre si c'est un événement isolé ou si ça s'est produit plusieurs fois. Et d'un coup, ils commencent à entendre qu'il existe d'autres histoires, de nouvelles histoires, d'autres lieux et d'autres villes. Elles s'étendent maintenant à travers toute la Serbie et ils trouvent beaucoup de nouveaux cas. Pour être tout à fait exact,
Dans les écrits qui existent plus tard, il existe plus de 20 cas où l'on retrouve ce mot « vampire ». Et puis, en 1732, à Leipzig, va avoir lieu un congrès qui porte ce nom, le Congrès sur les vampires, où on étudie ces rapports qui viennent de Serbie et qui parlent de ces êtres qui ne sont ni vivants ni morts. On fait alors état de canines allongées, de visages émaciés et de mains griffues. Si les avancées scientifiques déjouent bientôt bon nombre de ces légendes locales, le mythe du mort-vivant assoiffé de sang essaime en Europe. Et un siècle plus tard, outre-Manche, le vampire serbe va devenir un mythe à part entière. Ensuite, ces histoires de vampires ont principalement été utilisées par les Américains. Bram Stoker, lui, écrit en 1897 le roman qui s'appelle Dracula. Et comme les Américains, il a mélangé les points géographiques, il a mélangé la Transylvanie, le Danube et les montagnes. Il en est arrivé à tout confondre, et évidemment, il en est arrivé jusqu'à ce Dracula très connu, qui n'a jamais été un vampire, mais un héros national qui a vécu au XVe siècle chez les voisins valaques. Ensuite, le cinéma s'est saisi de tout ça. À Kissiljevo, plus aucune mort suspecte n'a été signalée après le passage d'Ernst Frambalt. Depuis près de 3 siècles, dans ces petites rues nimbées de brume, on respecte désormais une tradition immuable, plus un mot au sujet des vampires. Allez, c'est le moment de connaître la réponse à la devinette. Est-ce que vous avez trouvé pourquoi le village occitan de Rennes-le-Château attire autant de visiteurs depuis les années 50 ? Eh bien, c'est parce que le trésor des Cathares se trouverait peut-être ici. Une rumeur née à cause des agissements du curé du village. À la fin du 19e siècle, l'abbé de Rennes-le-Château entreprend en effet des travaux dans sa petite église délabrée, avec des moyens bien supérieurs à ce qu'un curé de campagne du fin fond de l'Aude pouvait espérer. Il fait aussi construire une grande villa, une tour néo-gothique. C'est alors que naît une folle rumeur. Et si l'abbé Saunière avait mis la main sur le mythique trésor des Cathares? L'imaginaire s'emballe, les chercheurs de trésors se précipitent à Rennes-le-Château pour essayer de mettre la main sur le pactole, creusant à la pioche ou au marteau-piqueur. En 1965, le maire est même obligé d'interdire les fouilles pour éviter que le sol ne s'effondre. À ce jour, le trésor des Cathares est toujours introuvable, mais si vous avez des infos, vous savez avec qui partager. Pespalt.